forcément l'écriture de la suite du monde, il y a quelque chose d'autre qui va se bâtir. T'sais, cet enfant-là a été, c'est une histoire vraie, hein, il me l'a confirmé, donc il se rappelle de l'accueil du chien et tout. Il a été forgé par cette histoire, puis quand on place une enfance au milieu d'une tragédie, veut pas, il y aura une suite, et cette suite-là lui appartient, comme elle nous appartient. T'sais. C'est pour ça que je tiens à la citation de Baldwin au début, qui dit que l'histoire, c'est pas le passé, l'histoire, c'est maintenant. Nous sommes l'histoire. Donc, pour moi, ça veut dire qu'on a un levier quand même. On participe à la suite de cette écriture-là. Puis je sais que ça peut paraître désespérant quand on arrive aux archives contemporaines. Donc, le mouvement Black Lives Matter, on a l'impression que bon, notre histoire est un disque qui saute, mais en même temps, Chien blanc raconte aussi que tout repose sur les épaules de l'éducation. Si on a été capable de dresser le chien jusque-là puis de le ramener là, ça est possible aussi. C'est pas Romain Gary qui va l'écrire, mais nous, je pense qu'on pourrait l'écrire, cette suite-là. En tout cas, moi, je persiste à croire que la suite nous appartient, puis que, enfin, je suis fabriquée comme ça, je suis un peu utopiste, mais je pense que c'est la bonne façon d'être courageuse. Alors, au fond, là-bas, bonjour, je tenais à te remercier beaucoup. Je suis de Montréal moi-même, donc ça me fait grand plaisir de participer ce soir. J'ai vraiment le bouleversement a été effectué, j'ai vraiment une boule dans l'estomac en ce moment. J'ai été très touché par le film. Surtout sachant, c'est pas vraiment une question, c'est juste partager un sentiment. C'est vraiment, je trouve que c'est très très pertinent. Puis moi, je navigue aussi, c'est ça, comment, je trouve que la question de comment être un allié par rapport à tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, en Palestine, les gens passent. Donc, je trouve que ça fait vraiment réfléchir et je trouve que c'est un film qui est d'actualité de plein de façons. Donc, merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait le voyage pour voir le film. alors, là, je suis ici, donc est-ce qu'il y a une autre question sur le chemin? Voilà, ici. Je voudrais savoir bravo pour le film, tout d'abord. Et je voudrais savoir quel sens vous voulez donner au chien noir de la fin. Alors, Romain, bon, le chien noir de la fin existe dans le livre. Je sais que, bon, on est tous déçus, on aimerait ça que ça se termine autrement. Mais Romain n'aurait pas écrit un happy end où le chien est complètement guéri. Puis je ne pense pas que j'aurais souhaité adapter un livre où le chien est complètement guéri. Par contre, ce qui n'est pas dans le livre puis que j'ai souhaité intégrer au film, c'est la rencontre avec le personnage du dresseur, donc Keys, qui est beaucoup plus machiavélique dans le roman. Moi, j'avais quand même envie qu'on ait une porte d'entrée dans son humanité, en fait. Donc, j'ai rajouté des scènes où on le voit, où on voit le père, donc la figure du père, quand il rentre dans son village, puis il y a son enfant qui l'attend, on comprend que l'enfant a été poursuivi et battu à nouveau. Donc, c'est des petites portes d'entrée qui nous aident un peu à comprendre sur quoi s'est construit Keys et pourquoi, lui, sa guérison passe par redresser le chien, mais à l'inverse, pour en faire un chien noir. Bon, moi j'ai été fidèle au roman dans cette chute-là, même si c'est pas la chute qui nous fait du bien, mais ceci dit, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ça prouve quand même que l'éducation est quand même la solution à tout, dans le sens où si le chien est dressable de là à là radicalement, on serait capable de dresser un chien à son juste milieu. Mais Romain n'est pas un auteur moral, puis je pense pas que je sois particulièrement une personne morale non plus. Ceci dit, je pense que j'ai l'impression qu'on serait capable de construire quelque chose de plus beau que cette chute-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi que la dernière phrase du film, à part les paroles de Gaël Faye, soit que le plus grand risque, c'est d'aimer. Puis je pense réellement que le plus grand risque à prendre, c'est d'aimer. C'est la dernière phrase que Romain Gary prononce. Puis je pense qu'évidemment, il y a une grande piste de solution par là. Ça a l'air facile dit comme ça, mais c'est pas si facile que ça.
Oui, bonjour, merci à mon tour. Il y a beaucoup de sujets dans votre film. Il y a la question du racisme, il y a la question aussi de l'écriture, du rapport à l'art, de ce dont l'art peut être porteur. Il y a l'histoire des relations de couple, il y a l'histoire de la domination patriarcale aussi qui apparaît. Et je voulais revenir, je prends la parole parce que je voulais revenir sur une chose que vous avez dite en relation avec le statut de la personne blanche qui veut prendre part à ces combats. Moi, je pense, j'ai vécu bizarrement la fin du film complètement différemment de vous, avec cette histoire de chien noir. Je ne crois pas qu'il y ait d'espoir de juste milieu entre le chien noir et le chien blanc. Je crois qu'il y a l'illusion qui est partagée par Keyes et par Gary du dressage, et qu'on doit chercher autre chose que le dressage qui se trouve dans votre film et qui le trame le rapport humain. L'amour en est un, et l'amour d'une manière générale. Voilà, merci. Merci à vous. C'est une lecture juste. Je suis d'accord avec vous. Une autre question? Là, j'arrive, monsieur. Oui, merci. Je trouve le film très beau. Et effectivement, ce que j'aime bien dans le film, c'est que vous nous laissez, le film nous laisse face au mystère de ce qu'est la violence, de ce qu'est la haine, la construction de la haine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une évolution comme ça, effectivement, qui serait le chemin de l'éducation et qui réglerait les choses. On est renvoyé finalement, je pense que c'est aussi l'esprit de Gary, de renvoyer à ce mystère, cette interrogation fondamentale face au mal, face à la violence, ces images qu'on voit, ces images d'archives, de gens qui crient leur haine de l'autre. Enfin, il y a quelque chose qui échappe complètement. Et ça, je trouve que le film le rend très bien. Ma question, elle concernait le personnage de Jean Seberg, parce que c'était un personnage assez insaisissable sur qui on ne connaît pas grand-chose. Je voulais savoir comment vous aviez travaillé pour essayer de lui donner comme ça du mouvement, une présence, un être à l'écran. Ça ne va pas être très facile. Est-ce que Diego vous a aidé là-dessus? Vous a dit, voilà ce que faisait maman? Je sais pas. Diego m'a aidé parce qu'il m'a dit « prends soin de ma mère ». Parce qu'à la base, dans Chien blanc, Romain Gary est très dur avec Jean Seberg. Il juge, on le voit dans le film aussi, mais comme le roman est écrit au jeu, il condamne vraiment sa façon à elle de s'engager, en fait, de façon très, très, très radicale. Moi, j'ai eu envie qu'on la comprenne. Même si son engagement est imparfait, il est authentique, il part vraiment d'un endroit... Elle s'engageait depuis l'âge de 15-16 ans. Puis oui, elle est belle, riche et populaire, mais ça fait pas de l'ombre à l'authenticité de son élan, en fait. Son élan était complètement intègre, puis c'est de ça que j'ai voulu prendre soin aussi. Donc, en travaillant avec l'actrice... j'avais vraiment envie qu'on dépasse sa beauté, puis qu'on rencontre, c'est ça, sa fougue réelle, son racinement et son intégrité. Puis je pense que Casey Rowe, elle proposait ça de prime abord. Elle avait cette vérité-là, puis cette fougue-là qui est très fragilisante, en fait. On la voit s'effriter parce que, bon, elle fait plein de faux pas. Romain en fait aussi, d'ailleurs. Vous avez évoqué les archives... on a travaillé donc avec des archives dès le moment de la scénarisation. Moi, c'est une matière qui me bouleverse, là, les archives. D'ailleurs, le documentaire en général, je trouve souvent que ça supplante la fiction. La vie en général supplante la fiction, mais de voir ces vrais visages, donc et ces chiens blancs authentiques en fait qui font partie des archives. Moi, ça continue d'être les images qui me bouleversent le plus. Puis c'est les regards caméra du film, donc
à chaque fois qu'on a un regard caméra, donc quelqu'un qui nous regarde et donc qui nous questionne et qui nous renvoie à notre propre responsabilité de spectateur, en fait, c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que j'ai souhaité faire. C'est des regards d'afrodescendants, donc ils sont les personnages secondaires de mon film, mais j'avais envie qu'on se rappelle qu'ils sont les personnages principaux de la grande histoire. C'est pour ça que ces regards caméra leur appartiennent, puis c'est pour ça que je veux qu'ils soient indélébiles, puis qu'on sorte avec le souvenir de leur regard et donc de notre responsabilité par rapport à l'écriture de la suite du monde, finalement. Moi, je vais poser une petite question. Comment s'est passé le casting et comment as-tu choisi les acteurs? Est-ce qu'ils ont été choisis déjà en train d'écrire ou est-ce que c'est venu après? Non, le scénario était terminé quand on a commencé le casting. Alors, le premier échange que j'ai eu avec Denis Ménochet, c'était très touchant parce que Denis a dit « Mais voyons, je suis un imposteur, moi je suis pas un littéraire. » Romain Gary, c'était une immense figure de la littérature. Puis je trouvais ça très beau parce que pour ceux qui connaissent un peu Gary, une des premières choses qu'il disait, c'est qu'il était un imposteur dans l'univers de la littérature parce que lui-même, avait une trajectoire de vie. Il s'est senti imposteur toute sa vie. Donc, la première chose que j'ai dit à Denis, c'est « Ne perds pas ton sentiment d'imposture, ça va très bien aller. » Puis pour donc la petite anecdote, on a tourné en pleine COVID, donc moi je suis habituée de répéter en amont, vraiment là, de passer à travers le texte, de répéter les scènes, même dans les lieux avec la caméra. Là, évidemment, on était privés de toute cette préparation, mais j'avais demandé à la production, puisque Denis ne pouvait pas sortir de sa chambre pendant 14 jours, Nicolas s'en rappelle, d'avoir des balcons connexes, donc qu'on puisse être côte à côte dehors. Denis sur son balcon, moi sur mon balcon, on avait nos papiers, il pleuvait à Sio, puis moi je faisais Jean, puis il faisait Romain, puis on était comme... Les passants dans la rue, c'était comme Roméo et Juliette contemporains, un peu étrange, là. Mais c'était pas du tout Roméo et Juliette en fait, mais la scène était quand même particulière. Puis un jour, j'ai quand même brisé les règles, Nicole, je m'excuse, mais tu sais, je suis bonne pour briser les règles, donc je suis rentrée dans sa chambre parce que j'en pouvais plus de répéter de balcon à balcon, et là, parler de la fabrication d'un personnage. Là, j'ai vu comment Denis se préparait. Donc, la chambre était tapissée de bord en bord de portraits de Romain Gary, mais jusqu'au plafond et même jusqu'aux toilettes. Donc, je veux dire, il habitait avec Romain jour et nuit pendant sa quarantaine. Je pense qu'il était vraiment en train de devenir fou. Il fallait qu'il sorte de là. Donc, on peut dire que c'est vraiment imprégné du personnage. Puis évidemment, c'est un anti, là, Denis, donc on a passé à travers le scénario. J'ai joué avec lui tous les personnages, j'ai même joué le chien, pour vous dire. Donc, on a vraiment remué la matière ensemble du début à la fin. Donc, ouais, voilà, il est devenu Romain. Donc, tu sais, pour vrai, moi, on s'était dit dès le départ, t'as pas besoin de lui ressembler. C'est pas ça l'idée. Il faut qu'on rencontre... son humanité, ses fragilités. Oui, après, on était perfectionniste. Il a pris des cours de calligraphie à la plume pour pouvoir à peu près imiter l'écriture de Romain, mais en dehors de ça, c'était pas ça qui comptait pour nous. C'était vraiment la fibre humaine qui composait le grand personnage, en fait. Comment le descendre de son piédestal puis arriver à le rencontrer de très près. Alors, une ou deux dernières questions. Alors, il y en a une d'abord là, après je reviens. Bonsoir et merci. Moi, j'ai été happée. Il y a certainement des raisons similaires. C'est que j'ai un papa français puis je suis québécoise aussi. Je suis déracinée quelque part. Moi, je suis de l'autre côté. Justement, Anaïs, je voulais vous poser la question à ce niveau-là. La double culture, la culture que vous avez entre le papa français, les langues. Moi, j'ai trouvé que c'était fait avec une telle subtilité. C'est pas évident. Et deuxièmement, je trouve ça très courageux d'avoir abordé ce sujet. Et je vous félicite. Mais vraiment, j'avais envie de parler de cette culture-là. Est-ce que vous l'imaginez comme ça? Moi qui suis une Québécoise en France, moi je le vois. Je considère que c'est la Québécoise qui a pu faire ce film-là pour ces raisons-là, entre l'Amérique, la France et tout ça. Moi je trouve que c'est important. Merci en tout cas. Mais merci. Mais oui, je pense que inconsciemment, ça me donne cette liberté-là dans le sens où, d'ailleurs, mes deux parents sont dans la salle. Et vous n'avez pas trouvé que le journaliste était formidable dans le film quand même? C'est mon père qui jouait le journaliste. Je faisais un casting de journaliste, puis je trouvais tout qui imitait très mal Bernard Pivot. Je me suis dit, mon père va vraiment être meilleur. Et effectivement, il était meilleur.
Je pense que le fait d'être né au Québec, oui, d'un père français et près des États-Unis, donc si je vous ai raconté un peu le fait que ma grand-mère a sans doute milité là, mais elle a milité là, sans doute aux côtés de Jean Seberg, mais donc ça me donne l'ancrage américain, certainement, mais avec la liberté d'être juste un pas à côté, puis le lien évident avec la France, sans... j'ai l'impression sans la chape de plomb qui pèserait si j'avais grandi ici, en fait. Donc, c'est peut-être... Ça reste intimidant, mais peut-être que ça me donne un petit peu plus de liberté. Ouais, je me donne plus de permissions. En général, dans la vie, je me donne des permissions. Alors, la dernière question, c'était madame, je crois. Merci pour ce film. Je ne sais pas si je vais bien m'exprimer, mais je trouve qu'il y a un personnage dans votre film qui n'est pas une personne réelle. C'est la caméra. Et elle m'a beaucoup, beaucoup impressionnée. D'ailleurs, j'ai un trémolo à la voix, je suis désolée. Parce que je trouve que là, vous avez eu des choix à faire. Et ces choix-là, pour moi, ont été décisifs dans votre film. Parce que, je ne sais pas comment vous appelez ça en termes de cinéma, cette espèce de focus qu'on voit dans certains films, mais qu'ici est excessivement présent. Il est constant. Il vient nous chercher. C'est comme si on entrait dans les personnages, on entrait dans le décor, dans l'intimité des gens. Même dans la scène où il est avec sa femme, je trouve ça excessivement beau. Mais on voit, c'est très proche. Pourquoi ce choix-là? Parce que pour moi, c'est comme un personnage dans le film. Je me trompe peut-être, je vous interprète, mais en fait, je trouvais ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça très sensible de votre part. Merci. Merci. Non, mais vous ne vous trompez pas, mais ça me touche que ça vous ait rejoint. En fait, moi, c'est instinctif, mais j'aime vraiment beaucoup les gros plans. Je pense que c'est de ça que vous parlez. Je pense que ça participe aussi à descendre de ces figures mythiques de leur piédestal, à sentir tellement proche de leur peau qu'on pourrait toucher leurs failles. Tu sais, il y avait cette volonté-là d'imprégner de leur humanité, puis donc de leurs imperfections aussi. Il y a aussi des très gros plans de nature dans le film. Alors là, il faut aussi, faut mettre dans le moment où la fille réalisatrice dit à son équipe de 100 personnes « Arrêtez, on va faire un plan de limaces ». Ça suscite quelques sourcils levés, quelques interrogations, mais je suis extrêmement fière d'avoir regardé mes plans de nature, mon plan de limaces. Mais fin de l'anecdote, dans le sens où ces arrêts sur la nature, je trouve, participent à l'émotion dans le sens où cette nature-là, immuable, elle en a sans doute vu passer d'autres, des drames humains, des batailles humaines, des échecs humains, sans doute des victoires aussi, mais il y a quelque chose dans ces arrêts-là qui pallie à la course folle de l'humanité, mais d'ailleurs la course aussi du chien blanc. Tu sais, quand Romain Gary écrit que c'est un chien historique, un chien monde, dans le leitmotiv de la course, on voit le même chien courir d'abord après un esclave en fuite, ensuite après des pieds donc habillés avec des Nike, donc beaucoup plus contemporains, puis jusqu'au Black Lives Matter. C'est un chien qui traverse l'histoire. À travers cette course-là, d'avoir ces arrêts sur la nature qui est pacifiante, mais en même temps qui porte aussi son lot de violence. Il y a quelque chose, moi, qui m'émeut beaucoup là-dessus. Après, tout ne s'explique pas, mais je suis contente que ça puisse vous avoir rejoint aussi. On est obligé d'arrêter. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Annette.